Sunday Night Production. On s'en fout combien de temps tu mets pour aller faire 5 bornes, 10 bornes, 10 minutes de marche, peu importe. Je veux les motiver à bouger pour être en meilleure santé. Moi, ma ligne guide, c'est vraiment ça. Et ma motivation première, elle est là, dans la vie de tous les jours. Après, c'est sûr que c'est moi qui vais me taper 110 bornes et 7 minutes de D+. Donc, dans ces moments-là, ce qui me motive, c'est juste le dépassement de soi et puis la beauté des paysages. Quand ça va pas, tu lèves la tête, tu souris. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Alix Noblat aujourd'hui. Bonjour Alix. Bonjour. Je suis très heureux de te rencontrer de manière digitale, mais je suis très heureux que tu sois sur le podcast Ultra Talk. Un grand merci tout d'abord à toi d'avoir pris le temps nécessaire pour répondre à mon invitation, parce que tu es dans une actualité assez chargée, de par les événements sportifs auxquels tu participes, mais aussi de par ton activité professionnelle, la sortie de ton livre. Donc on va parler de ça. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu vas à la suite de l'Ironman de Nice? Comment est-ce que tu as récupéré? Comment est-ce que tu te sens? Eh ben écoute, déjà merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Ça me m'anime toujours de partager un petit peu mon parcours et surtout ma passion. Et écoute, je me sens super bien, je me sens boostée. Boostée parce que c'est vrai que bon j'ai passé un hiver et puis en hiver on va dire que j'ai pas beaucoup couru et je peux pas beaucoup courir en soi. Mais là, ouais, suite à cet Ironman, et puis au début de la saison, je suis reboostée, reboostée pour les dossards qui arrivent et surtout reboostée pour mes prochains objectifs. Bon, les dossards qui arrivent, on va en parler parce qu'on a la veille d'une épreuve. Au moment où on enregistre, on a la veille d'un ultra auquel tu vas participer. Tu vas nous expliquer justement sa particularité, la technicité nécessaire pour relier l'arrivée et la ligne d'arrivée. Mais avant tout, comme je le fais systématiquement, j'aime bien rebobiner l'histoire. Et j'ai envie de te poser la question, qui était Alix petite? Alors, Alix Petite, c'était une pile électrique, hein. J'étais vraiment à fond tout le temps, très impulsive. Je pense que je le suis toujours, mais de manière un peu plus gérée. Je gère un peu mieux mes émotions, mais c'est vrai que j'étais une pile électrique. J'étais j'étais toujours à droite, à gauche et pour mon parcours, ce qui est de mon parcours sportif, c'est que mes parents ont toujours essayé de trouver le sport qui allait correspondre à mon tempérament et ça a été très compliqué, quoi. Donc c'est vrai que voilà, j'étais toujours à fond, le smile, mais avec quand même un caractère bien trempé. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de me tenir, on va dire. Donc tu faisais partie de ces enfants qui ne savent pas marcher, en fait, c'est ça, qui ne font que courir. Dès qu'il y a un mode de déplacement, c'est en courant, mais tu n'as jamais eu de sport vraiment dans lequel tu t'es épanoui. Tu faisais plusieurs sports, tu étais quand même assez active, mais il y a pas un sport dans lequel tu étais licencié ou dans lequel tu faisais de la compétition? Euh, alors en fait, alors déjà pour ce qui est de la course à pied, oui, c'est vrai que je courais partout, mais à cette époque, je n'aimais toujours pas la course à pied. Euh, c'est venu quand même assez tard. Et oui, effectivement, mes parents essayaient j'ai vraiment essayé tous les sports, hein. J'ai fait de la danse, toutes sortes de danses possibles et inimaginables, le tennis, le patinage, le karaté, la totale. Bref, j'ai tout essayé. Et non, il y a vraiment pas un sport j'excellais, mais c'était pas non plus ce qu'on recherchait, ce que mes parents recherchaient. Je cherchais juste finalement à ce que je puisse me dépenser. Et puis non, j'ai jamais été vraiment licenciée dans un sport. Le sport qui est venu me le plus, on va dire, celui qui est venu m'impacter, ça a été très tard. C'était il y a un peu moins de 10 ans, je dirais, peut-être 8 10 ans, c'est le CrossFit. Avant ça, non, j'adhérais à rien du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors le CrossFit, effectivement, on va en parler, c'est un vrai virage, mais là je t'ai posé la question petite, hein, on rembobine l'histoire, de te présenter petite, mais si tu avais à te présenter aujourd'hui, si je te posais la question qui est Alix, qu'est-ce que tu répondrais? C'est rigolo comme question, c'est vrai que ça fait très introspection. Mais finalement, je suis toujours la même. Je suis toujours celle qui est en train de courir à droite, à gauche, qui aime beaucoup la fast life, on va dire, qu'elle vit actuellement, cette vie à 300 km/h.
qui a besoin d'objectifs sportifs pour un peu se canaliser. Je gère beaucoup mieux mes émotions maintenant à 33 ans aussi. Je fais plus de crise à me rouler par terre comme je faisais quand j'étais gamine. Mais voilà, j'ai toujours cette étincelle en moi, une étincelle d'ailleurs que j'ai réallumée, on va dire récemment grâce à la prépa mentale, parce que c'est vrai que ça s'est un petit peu étouffé ces dernières années. Et puis toujours à fond. Mais voilà, j'ai aujourd'hui, je pense, trouvé le sport qui m'animait finalement le plus, les objectifs qui m'animaient le plus. Et puis, bah, ça tourne finalement autour de l'ultra distance. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait que bah, je me sens bien dans mes pompes. Bon, l'ultra-distance, c'est vrai, en course à pied, en trail running, aujourd'hui, toutes les personnes qui suivent ces deux disciplines, bah, tu fais partie du paysage médiatique, du paysage sportif, mais il y a quand même eu, avant tout ça, une carrière professionnelle. Moi, j'ai préparé l'épisode, j'ai regardé un petit peu différentes interviews, tes différents papiers sur toi, le parcours, et j'ai découvert qu'il y avait une carrière dans la restauration. Est-ce que tu peux nous parler Alors, c'était pas forcément de ce que j'ai pu lire, c'était pas forcément une expérience agréable, mais est-ce que tu peux nous parler de ce passage où tu as eu une première carrière de manager dans la restauration? Ouais, tout à fait. En fait, alors moi, j'ai eu des études déjà un peu compliquées parce que je savais pas où j'allais au niveau cursus scolaire. Et puis, on n'est pas très bien, je trouve qu'on n'est pas très bien orienté en soi. Et puis, j'ai fait 2 fois la seconde, 2 fois la première, donc j'ai redoublé 2 fois. Finalement, pour faire un bac littéraire, atterrir en BTS Management des unités commerciales. Et moi, j'ai toujours travaillé très tôt. Donc, à 16 ans, je travaillais déjà à côté du lycée parce que j'adorais ça. J'adorais bosser. Et puis, bah, ça faisait partie de mon éducation, hein. Mes parents, quand ils me disaient, quand je voulais quelque chose, bah, tu travailles et puis tu seras encore d'autant plus fier de pouvoir avoir accès à ça. Et puis, la restauration, ça m'a animée pendant très longtemps parce que c'est un boulot où il faut être à 200% et à 200 à l'heure. Et les donc j'ai commencé dans la restauration rapide, hein, toutes les filières j'ai fait à peu près toutes les filières de fast-food à côté de mes études. Et puis j'ai fini par être effectivement dans le cadre de mon BTS. C'était un de mes tout premiers vrais jobs, on va dire en quelque sorte, qui était manager dans la restauration pour une franchise de boulangerie. Et j'étais à 200 à l'heure. J'adorais ce que je faisais. Ce que je préférais le plus, bah voilà, c'était les horaires de rush. Mais c'est vrai que bah, au-dessus, ça tire toujours un petit peu sur la corde. Puis quand tu t'aperçois que toi, tu te donnes à 200% pour avoir un objectif ou une évolution de carrière et que tu vois que ça vient pas, tu travailles 50 heures semaine et que tu es payé à peine 35, c'est bien hein, que les directeurs, etc., qu'au-dessus, ça motive en mettant un objectif, en tendant la carotte, là, comme ça. Mais quand ça vient jamais, bah, au bout d'un moment, bah, tu finis par t'épuiser. Et puis, bah, ce que j'aimais le plus, ça finit par me dégoûter parce qu'en fait, finalement, j'ai fait un burn-out. Et c'était pendant une séance de CrossFit où je suis totalement tombée et j'ai dû me faire hospitaliser parce qu'en fait, j'étais tout simplement à bout de force, à bout d'énergie, j'avais trop donné. Et puis, c'est un peu en quelque sorte grâce à ça que j'ai fait ma première introspection, la première introspection de ma vie. Et je me dis, OK, qu'est-ce que tu veux réellement? Et, et puis, j'ai fait finalement une reconversion professionnelle. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu ne donnais pas probablement de ce que tu décris, ça à 200 à l'heure, le rush, mais quelque part, tu t'étais un peu oublié au niveau santé, au niveau mental, et tu n'accordais pas l'attention que méritait ton corps. Je pense que peut-être que le premier virage sur effectivement qu'est-ce que je veux vraiment, vers quel objectif je veux vraiment me diriger, a probablement été là. Et puis il y a le CrossFit. Alors le CrossFit que j'ai pratiqué également quelques années. Je suis effectivement, moi aussi, tombé dans le jeu avec ça, hein. C'est vrai que c'est vraiment un sport qui te permet de te dépenser et tu vois vraiment les progrès assez rapidement. Pendant combien de temps, déjà, comment tu as découvert le CrossFit? Qui t'a fait découvrir le CrossFit? Et quel était ton rythme? Une séance par semaine, 5 séances par semaine? Qu'est-ce que t'apportait le CrossFit? Alors en fait, j'ai découvert le CrossFit quand je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires à Gémenos, dans un petit village dans le sud de la France. Alors là aussi c'est intéressant, Alix. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu être pompier volontaire? C'était aider les autres, apporter du Ouais, soutien aux autres? en fait, c'est tout à fait ça, en fait. Moi, j'ai un peu ce syndrome, bah, je l'ai pas qu'un peu, hein, je l'ai beaucoup. J'essaye de le gérer aujourd'hui, mais j'ai un peu ce syndrome du sauveur, tu vois. Je suis tout le temps là à vouloir aider les autres plus que moi. Bah, en début d'année, là, sur cet hiver 2024, d'ailleurs, ça m'a un peu porté préjudice.
Et ben voilà, on veut toujours tendre la main aux autres, que les autres, que ton entourage soit heureux, puis on s'oublie. Et puis, bah, en fait, les sapeurs-pompiers volontaires, avant d'être quelqu'un de sportif, bah, j'étais voilà, quelqu'un qui avait tout le temps envie de tendre la main aux autres. Donc, quand je suis arrivée dans le sud de la France et que j'avais l'âge pour me présenter chez les pompiers volontaires, ben, j'ai toqué à la porte de la caserne. Et puis, je suis arrivée avec mon gros bagage de motivation morale, mais un très petit bagage sportif. J'arrivais pas à faire une seule traction, une seule pompe. J'étais à la rue au niveau des tests de Luc Léger, les tests paliers. Enfin, c'était assez catastrophique, mais ils m'ont quand même pris parce que, un, il fallait un quota de femmes. Et puis, j'étais quand même assez motivée en termes de secourisme. J'avais déjà des notions de secourisme à l'époque. J'avais déjà passé mon PSE1. Donc voilà, donc je suis allée toquer à la porte de cette caserne et puis ben, c'est vrai que je me suis pris un gros coup de pied au cul par les anciens. Ouais, Euh, tu t'es rendu compte en fait que si tu voulais vraiment, enfin, je sais pas faire ce métier, je sais pas si à ce moment-là tu avais l'envie de passer sapeur-pompier professionnel, mais en tout cas tu savais que si tu voulais être à la hauteur, il fallait que tu aies une condition physique irréprochable. Bah, c'est ça. Et puis en fait, il faut savoir que quand tu rentres sapeur-pompier volontaire, tu es formé à tous les postes, y compris à ceux, y compris par exemple, pour donner un exemple, aux feux de forêt qui sont très récurrents dans le sud et aux feux urbains. Et t'es tout le temps en binôme. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis posé la question. Bon, avant ça, je me suis quand même pris des gros coups de pied au cul moral un peu violents par les anciens de ma caserne. Mais, euh, mais après, je me suis posé quand même la question. Je me dis, OK, si demain, mon binôme, il tombe pendant l'intervention et que je suis pas capable de le sortir, ben, je m'en voudrais toute ma vie, en fait. Et peu importe ton grade, c'est pas les plus gradés qui vont au charbon en plus de ça, hein. Donc en plus voilà, c'est les petits jeunes devant et les équipiers quoi. Et puis je me suis dit ok, si demain voilà, je suis amenée à être avec mon chef parce que tu as quand même un plus haut gradé quand tu vas en binôme, mais voilà, si jamais je suis amenée à aller dans une situation grave ou importante et que mon binôme tombe et que je suis pas capable de le sortir, bah voilà, je suis dans la merde et je le paierai toute ma vie moralement. Donc, Et donc c'est ça qui t'a mis au CrossFit pour justement te sculpter le corps, trouver de la puissance, être assez fit, et ça va être le coup de cœur avec cette discipline. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est avant même d'avoir un désir de sculptage de corps, c'était vraiment un niveau que je cherchais de performance, quoi. Je voulais totalement maîtriser mon corps dans n'importe quelle situation. Et pour moi, le CrossFit répond strictement à ça. Le CrossFit, Clairement, ouais, je c'est suis d'accord. être prêt à l'inattendu. Le CrossFit aujourd'hui, c'est trop, ouais, les grosses barres soulevées, faire des arrachés, des épaules jetées. Non, il n'y a pas que ça dans le CrossFit. Et d'ailleurs, ils ont mis de plus en plus le doigt sur la course à pied parce qu'ils se sont aperçus que les crossfitters couraient très peu et très mal. Mais c'est ça, c'est être prêt à l'inattendu. Donc, c'est bouger ton corps et pouvoir maîtriser au moins ton poids de corps dans n'importe quelle situation et aussi savoir bouger des charges dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment capté dans le CrossFit. Donc, c'est un petit jeune de la caserne qui m'a dit, bah, écoute, mon frère, il a une box de CrossFit, tu devrais essayer. Parce qu'au début, en fait, j'avais essayé le sport, mais voilà, en salle de sport de pompier, c'était pas. Puis en fait, finalement, j'ai fini par y aller tous les jours, quoi. Tous les jours, 1 à 2 heures. Ouais, ça devient addictif, hein. Ça devient addictif et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu travailles à plusieurs, on est plusieurs dans une salle, dans une box, hein, et puis tu es guidé parce que justement, tu as des woods, enfin, tu es accompagné sur les exercices, tu peux être très bien en équipe avec une personne qui est bien plus performante que toi, bah, c'est pas grave, elle va t'accompagner justement à te développer, à progresser. On se rend compte également que tu parlais d'arracher des barres avec un poids incroyable. Tu te rends compte qu'en fait, il y a de l'haltérophilie dans le CrossFit, mais c'est énormément une question de technique, hein, de balancer, de mouvement. Et là, tu progresses beaucoup et c'est hyper intéressant. Mais je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que tu m'as dit, Alix. Le fait d'aider les autres, tu viens de me dire à quelques minutes que ça a été préjudiciable en début d'année. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux parler ou pas? Bien sûr, c'est que je me suis beaucoup donné ces dernières années, que ce soit au niveau bah, des réseaux sociaux, au niveau de ma vie personnelle et au niveau de mon entourage amical aussi. Je me suis beaucoup donné dans plein de projets en même temps et finalement, j'ai abouti à rien de mes objectifs personnels et je me suis en fait moi-même oubliée.
C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée. Donc, moi, j'adore prendre des dossards, j'adore animer mon année. Mon année, elle commence, ouais, je dirais au courant de mai, on va dire la grosse période de trail. Puis, je me suis aperçue voilà, que j'avais un ultra de 110. Je me suis aperçue au dernier moment que je m'étais inscrite pour une maxi race et pour un 70,3 Ironman. Et j'arrive à un mois et demi de l'échéance, zéro entraînement. Zéro entraînement, que du ski de rando. En fait, j'avais pas structuré mon planning, pas structuré mon entraînement parce que voilà, je me donnais à 200% dans ma vie professionnelle sur les réseaux sociaux, personnelle dans mon couple et dans ma vie amicale aussi. Et voilà, au point où je suis arrivée, doigt de pied en éventail et mon petit corps qui est incroyable a finalement réussi à sauver les meubles. Mais voilà, et j'en suis venue justement à tellement m'oublier que j'en ai fait un. D'un coup, j'ai eu une vague. Il y a toutes mes émotions et tous mes regrets qui sont arrivés d'un coup. Et en fait, je me suis pris un tsunami sur la tronche. À côté de ça aussi, c'est vrai que on est allé faire une course avec mon conjoint Mathieu Blanchard en Suisse, dans laquelle on a pris une grosse, grosse vague de rageux, on va dire, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a eu accès à des choses qu'on n'aurait pas dû avoir accès, parce qu'on voulait les médiatiser pour donner envie aux gens de rejoindre un petit peu cet univers. Bref, on a été mal accueillis. Et ben en fait, c'est venu me clouer, en fait. C'est venu me clouer. Et puis, j'ai eu un gros moment de down, un gros moment où j'étais à terre. Et puis, j'ai fait appel à une professionnelle de préparation mentale. Et en fait, elle a su. J'avais plus envie de rien faire, hein. J'avais plus envie de m'entraîner du tout. J'avais plus du tout envie de partager sur les réseaux sociaux. Ce que je partageais, j'étais hyper impactée par le 1% de haters que j'avais. J'étais hyper impactée. Et puis, en fait, finalement, cette prépa mentale a réussi à réallumer cette flamme, à réanimer ma créativité, mon envie de partage, ce syndrome du sauveur, mais en le maîtrisant. Donc voilà, elle m'a donné des clés pour réouvrir un petit peu des cases en moi, réallumer un petit peu les étincelles. Et puis, ça a fait que je me suis quand même présentée sur mes dossards dans lesquels je m'étais engagée et ça s'est super bien passé. Très intéressant. Voilà, donc la prépa mentale. Et puis pourtant, avant ça, c'est vrai que j'avais essayé énormément de choses. Des choses un peu plus classiques, des choses un peu plus holistiques, je dirais. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'être hyper connectée à mes sensations, hyper connectée à mon corps. Donc voilà, dès qu'on m'a donné les clés, j'ai réussi à les mettre tout de suite en place. Et puis, ça m'a réanimée, je dirais. Ouais, ça, c'est quelque chose, c'est un chapitre, en tout cas, c'est une partie sur laquelle je voulais que tu t'exprimes. On en parlera un peu plus tard dans le déroulé, mais sur comment tu gères ça. Et effectivement, je peux comprendre que parfois, quand tu as ces 1% qui se manifestent, on puisse mettre un genou à terre, voire deux même, mais après, on peut être accompagné pour se relever, hein, tu nous l'as expliqué, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, parce que quand on voit ta communication, tu y mets tellement du cœur que forcément, à un moment donné, on se dit que 1% de rageux peut t'affecter. Tu vois. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire sur ça. Je reviens un petit peu en arrière sur le CrossFit. Donc, effectivement, tu rentres chez les sapeurs-pompiers, tu te rencontres. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait, dans les différentes interviews où tu parles de toi, qu'il y avait un surpoids. Donc, parce que tu es quand même assez athlétique. Hein, tu fais un 75 de ce que j'ai lu. Donc, tu restes athlétique, mais tu expliques dans une ou deux interviews que rentrer chez les sapeurs-pompiers, le fait de faire du crossfit t'avait permis également de maîtriser ton poids. Et puis, il y a un virage, on va pas parler que de ça, mais ça fait partie, on va pas creuser non plus, mais ça fait partie de ton parcours en 2017, qui est une participation à l'émission Koh-Lanta. Alors, on s'est raté de peu, figure-toi, sur l'émission Koh-Lanta, puisque moi, j'étais sélectionné la saison avant toi. La saison avant toi. Donc j'ai fait le parcours que tu as dû connaître, hein, où tu as une personne qui est avec toi, qui ouvre une porte, qui regarde si tu peux changer de pièce pour aller faire une interview. J'ai fait l'INSEP également avec les candidats qui sont dans la pièce d'à côté, mais que tu ne vois pas, que tu n'entends pas. Enfin, tout ça est très très bien fait. Et je n'ai pas été sélectionné puisque justement à l'INSEP, on m'a découvert lors du dernier test que j'avais de l'asthme et donc je n'ai pas fait partie des 20. Ça a généré en moi une frustration énorme, ce qui fait que je n'ai pas regardé ton émission l'année d'après. Tu m'excuseras, tu ne m'en voudras pas. Non. Mais cette frustration-là, voilà. Et donc, parle-nous de cette aventure. Parle-nous en quelques mots. Je ne veux pas qu'on fasse tout l'épisode autour de ça, mais ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de ton histoire. Comment est-ce que tu l'as
vécu, alors déjà, l'émission en elle-même, l'avant, puisque c'est vrai que ce qu'il faut savoir, les gens qui nous écoutent, c'est... Enfin, en tout cas, moi, quand j'avais candidaté, j'avais eu 6 mois ou 7 mois d'entretien, des entretiens à Marseille, des entretiens à Paris filmés, des passages à l'INSEP. Enfin, c'est très, très long, hein, au moins 2 ou 3 entretiens téléphoniques au préalable. Donc, c'est un processus qui est très long. Et comment est-ce que tu as vécu l'avant? C'est-à-dire qu'au moment où on t'annonce que tu pars, parle-nous de cet avant. Est-ce que tu t'attendais à tout ça derrière? Alors en fait, moi, je suis partie tourner en octobre 2019 et ça a été diffusé en août 2020. Et en fait, en octobre 2019, j'étais coach dans une salle dans le Var. Et j'étais une période un petit peu instable professionnellement parce que je cherchais vraiment une box de CrossFit qui pouvait me correspondre. Et puis dans le sud, tout le monde a un peu le sang chaud. Je m'entendais pas forcément avec les bonnes personnes. Enfin bref, c'était assez cata un peu, mais bon, voilà. Donc j'essayais quand même d'aller bosser à droite, à gauche. Et puis bah, c'est vrai qu'en fait on m'a contacté simplement sur Instagram. À l'époque, j'avais pas d'abonnés, hein. J'avais peut-être 2000, 3000 abonnés. Et puis, mais en fait, finalement, je me suis aperçue que je correspondais au profil qu'ils recherchaient. C'est la sudiste compétitrice, un peu rentre dedans, avec un physique un peu qui sortait de l'ordinaire, on va dire, en soi. Je n'étais pas bodybuildée, mais effectivement, ouais, je fais 1m74. À l'époque, je faisais 68 kilos de muscles. J'ai des photos assez impressionnantes. Mon physique, il a bien changé depuis, mais j'étais très à l'aise dans mon corps. J'avais un corps quand même qui était très endolori. Mais voilà, je rentrais un petit peu dans cette case. Et quand ils m'ont contacté au début, je les ai pris de haut parce que je me suis dit, c'est quoi cette connerie? Puis finalement, en fait, chasseur de tête a insisté et j'ai fini par faire tout le processus effectivement du casting que tu as détaillé, les appels téléphoniques, les allers-retours à Paris, les visites médicales à Tire-Larigot, la visite avec le psy. Et puis finalement, ouais, c'est en octobre 2019, c'était début octobre, parce qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit on part en 15 jours. Donc en fait, jusqu'à la fin, ils filment ton portrait, ils filment tout, mais jusqu'à la 15 jours avant, tu n'étais pas censé savoir que tu pars. Et pour moi, c'était pas un peu le Graal, mais ouais, j'avais toujours envie de faire un peu de télé, un peu de machin, mais pas des trucs extravagants, hein, pas de télé-réalité, des choses comme ça, mais les émissions d'aventure m'ont toujours animée. Et puis quand ils m'ont appelé, j'y croyais pas, c'était incroyable. Et puis c'est une expérience j'adore en parler. Et en fait, à aucun moment c'est une mauvaise chose d'en parler parce que c'est quand même la main qui m'a nourrie, hein, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bah, j'arrive à vivre de ce que j'aime. C'est ça qui m'a lancée. En fait, quand koh est arrivé, j'ai de suite voulu essayer de me lancer sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir que je me suis pris un uppercut. C'est que quand ma saison a été diffusée en août 2020, à une semaine d'intervalle, ma sœur s'est suicidée. Ouais, Donc exactement. J'ai vu ça. voilà. Donc la médiatisation plus un décès à gérer. Si t'as pas la tête accrochée sur les épaules comme il faut, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça a été et j'ai tout géré toute seule. C'est-à-dire que j'ai tout géré dans ma vie privée, que ce soit le deuil, l'enterrement de ma sœur, euh, des, la gestion médiatique que j'ai dû assumer parce que quand ma sœur est décédée, je me suis fait harceler par les médias. Tu n'étais pas accompagné pour ça, Alix, à ce moment-là? Psychologiquement, non, 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 absolument non. pas. Alors, je pensais pas psychologiquement. Je pensais médiatiquement. C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un a fait Oui, un en petit peu fait, barrage, en fait, tu vois, a fait un petit peu, a filtré, a filtré. il y a quelqu'un, mais au bout d'un moment, en fait, j'ai acheté ma paix et j'ai largué les informations à public, qui, je pensais, allait mettre un petit peu allait un peu adoucir la chose, pas adoucir, parce qu'on n'adoucit pas un suicide, on n'adoucit pas un deuil, mais je pensais qu'ils allaient un peu arrondir les angles et en fait, ils ont mis ma tête sur la couverture et avec marqué de quoi est morte la sœur d'Alix, quoi. Ok. Donc, donc voilà, donc ouais, on a quelqu'un, mais on a quelqu'un qui peut pas tout maîtriser non plus. Voilà. Ça a dû être en tout cas une grosse épreuve psychologique, mentale, mais aussi dans la relation aux autres, dans qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je veux aller. Tu parlais de la première introspection tout à l'heure, ben là je pense que Ouais, c'était probablement la deuxième, ouais. peut-être la plus intense même. Mais si on revient sur koh Alix, tu es allé dans quel état d'esprit? Parce que tu sais, quand tu fais le casting, on te pose la question.
Est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous allez être vous-même? Moi, à cette question, auquel cas j'avais répondu, mais je vais jouer à fond en fait. Je vais jouer à fond. Ouais. Tu as répondu quoi à cette question? Non, Euh, alors moi, j'y allais vraiment à 200% pour me donner à fond sur les épreuves. Oui, je voulais gagner, mais en fait, moi, j'ai joué la carte de, OK, j'y vais vraiment pour l'aspect sportif. Et puis en plus, je me souviens très bien de Alexia Laroche-Joubert qui me pose la question et qui me dit, mais koh c'est un jeu quand même. Il y a de la stratégie et tout. Non, non. Moi, je disais, je m'en fous. Moi, je veux jouer à 200%. Je veux gagner les épreuves et je ferai tout pour gagner les épreuves. Et je pense que là, j'ai mis en avant naturellement mon côté assumé de compétitrice, peu importe le ouais, niveau que j'ai. On n'a pas clairement. besoin d'être un athlète professionnel, je précise, pour être compétitif. Bien sûr, tout à On peut fait. être compétitif autour d'une table, autour d'un jeu de société. Donc, moi, j'ai cet aspect-là de ma personnalité qui est très assumé. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui a fait que j'ai pu participer à l'émission. Et ensuite, derrière, comment tu gères alors, tu nous expliquais un petit peu, on va pas rentrer dans les détails parce que ça reste très personnel, mais l'après, donc effectivement, la sortie de l'émission, comment tu gères tout ça derrière? Et effectivement, c'est quelque chose qui t'a, comme tu l'as dit, lancé, hein, tu es visible à ce moment-là et c'est un point de départ médiatique pour toi, mais comment tu as géré ça derrière? Est-ce que l'image qui a été donnée correspond à celle que tu es vraiment? Est-ce que tu as eu des déceptions? Est-ce que tu as eu des satisfactions à ce niveau-là? J'ai eu les deux, effectivement. J'ai eu des déceptions dans le sens où je paraissais quand même pour quelqu'un de très caractériel, euh, très impulsif, un peu too much. En fait, il y a eu des côtés, parce qu'ils te forcent pas à dire ce que tu veux pas dire, mais il y a eu des côtés de ma personnalité qui ont été mis en avant, mais il y a que ceux-là qui ont été mis en avant. Quand je rencontre les gens dans la vraie vie, ils me disent, ah bah t'es beaucoup plus souriante qu'à la télé. Bah ouais, parce qu'en vrai, je suis totalement souriante. Et en fait, si je fronce les sourcils, c'est parce que je me suis fait opérer les yeux et que je vois pas grand-chose. Mais c'est vrai que on me voit tout le temps en mode déter, en mode en ronchon, en mode brut de décoffrage. Oh, je suis pas que ça. Mais effectivement, je pense que pour la télé, ça peut C'est animer l'image dont ils certains. avaient besoin. C'est l'image dont ils avaient besoin. Exactement, Ouais. ça peut animer les téléspectateurs. Et puis c'est bon pour le show. Bien sûr, Mais bien sûr. et j'assume totalement ces traits de caractère parce que je suis con comme un manche quand je suis en compétition et et je suis déter pour aller à mes objectifs et puis let's go quoi, j'y vais à 200%. Mais après voilà, après sinon oui, j'étais hyper satisfaite de mon aventure, je me suis donnée à 200%. On est super bien encadré. Denis Brognard est une personne exceptionnelle, très investie dans son travail, c'est un très bon sportif. Donc c'est vrai que bon bah les gens qui font du sport, bah, c'est vrai que ils sont un petit peu plus proches de lui, on va dire. Puis l'après, comment il s'est passé? Bon, bah, à part effectivement cette vague compliquée à traverser, non, bah, j'ai pu découvrir ce que c'était un peu la vie sur les réseaux sociaux. Je me suis fait, je me suis fait un petit peu la poire sur bah, voilà, les marques qui commencent à t'aborder, les erreurs qu'on fait quand on commence l'influence. Voilà, j'ai appris et ça a été une grosse année d'apprentissage. Et puis, une année plus tard, il faut savoir que moi, on m'a rappelé pour que j'y Oui, retourne. c'est ça, parce que tu le fais deux fois, effectivement. Voilà, je le fais deux fois. Et puis au-delà de ça, il y a un aspect dans lequel on ne met jamais l'accent et que j'aimerais quand même mettre un peu, sur lequel j'aimerais un peu mettre le flashlight, c'est les troubles alimentaires et hormonaux que tu as après une aventure comme celle-ci. Parce qu'on parle beaucoup de la médiatisation de l'aventure koh mais il n'y a aucun point sur lequel enfin, où on appuie, c'est comment ça s'est passé derrière. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au niveau santé, effectivement, on te scanne, mais de la tête aux pieds pour participer à cette émission. C'est-à-dire que tu sais précisément le poids de ton bras droit, le poids de ton bras gauche, Mm, le poids du tronc. Enfin, je veux dire, tu passes dans des outils, tu rencontres un cardiologue, enfin, tout est analysé avant. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est après. Parce qu'effectivement, quand tu passes plus de 30 jours, voire plus pour ce qui te concerne, sur une île, avec une malnutrition, avec une faim assez prononcée, aussi une fatigue forcément, donc ça joue sur le mental. Il se passe quoi derrière? Comment on sort de ça? et ben, on sort de ça par ses propres moyens. Lessivé? Ouais, lessivé probablement aussi. On sort de la lessivée. Alors, j'allais te dire d'autant plus quand on est une femme, mais aussi quand on est un homme. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a des marqueurs qui sont quand même plus visibles que les hommes, rien qu'avec les menstruations, par exemple.
bah, quand tu sors de là, que tu as un cycle perturbé, quand tu es aménorrhée, quand tu sors et que, faut savoir que là, sur la première émission, hein, 100% des candidats qui sortent font des crises d'hyperphagie. Donc, en fait, on mange, on mange, on mange, on mange, on mange jusqu'à ce on n'en puisse plus. Donc, ça, ils ont commencé quand même à le gérer, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place quand même des repas fractionnés. Je l'ai vu surtout sur la deuxième aventure, qui était à contrario de la première où on pouvait manger, mais à À volonté. outrance, à volonté limite, ouais. Mais finalement, finalement, ils ont commencé un peu à gérer ça. C'est-à-dire que moi, pour la petite anecdote, c'est que sur la première saison, j'ai réussi quand même à me bloquer l'estomac tellement je mangeais. En fait, tellement je mangeais, je laissais même pas à mon estomac le temps de digérer et j'étais out, quoi. Donc, le temps, j'ai pas laissé autant à mon estomac à se remettre. Du coup, je digérais pas. Du coup, bah, je n'allais pas à la selle, etc. Et en fait, j'ai bloqué mon système digestif tellement je mangeais à outrance. Et bah, derrière, ouais, tu as des troubles hormonaux. Derrière, ton corps il est épuisé et t'es pas forcément encadré pour pouvoir bah, revenir à la vie normale, en fait. Ouais, Donc, parce que c'est c'est vrai que violent, hein. C'est vrai que ça c'est reste très violent, violent. hein. Ouais. C'est très violent. Psychologiquement, il y a quand même une psychologue ou un psychologue peut-être maintenant qui est à disposition que tu peux appeler. C'est vrai qu'elle m'a un peu aidée quand même psychologiquement pour le deuil de ma sœur, mais bon, elle n'était pas forcément prête à ça elle aussi. Mais non, mais au niveau de la diététique santé, c'est encore un peu un niveau faiblard. Donc voilà, faut se débrouiller par soi-même. Et puis je pense que ça a été là ma première interpellation pour Sur l'engouement que j'ai pour la l'alimentation. nutrition. Ouais, Ouais, voilà. nutrition. Ouais. Voilà. Là, ça a été un premier check là en mode, OK, qu'est-ce que je dois manger? Comment je dois me comporter pour pouvoir revenir, laisser mon corps revenir dans un train normal? Et puis là, bim, un an après, je repars pour un koh. Donc, j'ai même pas laissé mon corps respirer. Ouais, que tu lui remets une dose d'inconfort. Voilà, je lui ai remis une couche. Donc, en plus, il faut savoir, là, sur ces épreuves qui durent entre 30 et 40 jours, la première fois, je suis restée 33 jours, j'ai perdu 13 kilos. La deuxième, 36, j'ai perdu 11 kilos. Est-ce que tu avais anticipé ça, Alix? C'est-à-dire que, enfin, tu vas me dire en 15 jours, t'as pas eu le temps de. Parce que quand on t'apprend qu'on part dans 15 jours, donc en 15 jours, tu peux pas prendre 10 kilos. Mais est-ce que tu avais anticipé une légère prise de poids pour justement avoir un petit peu de réserve ou pas du tout? Bah, pas du tout, parce qu'en fait, il faut savoir que bah, selon les épreuves, en fait, être plus mince, ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage. Mais tu n'avais pas anticipé une éventuelle réserve tu vois, de Non, masse non, non. grasse? Non, en soi, parce que je me dis que si je veux gagner des épreuves, parce que l'immunité, elle se gagne sur des épreuves, et souvent, c'est des épreuves statiques, les machins, et c'est les plus minces c'est les plus skinny, là, Qui passe. qui vont passer parce qu'ils arrivent à rester 3 heures accrochés à une branche. Donc ouais, c'est compliqué à gérer. Tu te dis, ouais, j'ai envie de prendre des forces, mais d'un autre côté, prendre des forces. Et puis après, voilà, ça va être plus dur d'arrêter de manger. Enfin, tu sais Ouais, pas, en bah, fait, sur quel pied danser. moi, j'avais fait cette erreur. C'est-à-dire qu'à compter du moment où je me suis lancé dans le processus de sélection, j'étais persuadé d'être sélectionné. Je sortais de ma traversée des États-Unis, donc bah, voilà, j'avais réussi un truc de dingue. J'étais persuadé que j'allais être sélectionné parce que je leur apportais le côté, la catégorie quadra, père de famille, qui a peur de rien, qui se lance dans des aventures de dingue. Et dès le processus de sélection, je me suis dit, bon, je vais commencer à anticiper et prendre un petit peu de poids. Et en fait, comme je te l'ai dit juste avant, 3 semaines avant de partir, tu vas à l'INSEP et on te dit, je suis désolé, mais on ne peut pas vous emmener en fait, hein, parce que vous avez un asthme assez prononcé. Et je me suis retrouvé avec 10 kilos. Je me suis retrouvé avec 10 kilos en trop, sans partir. Et j'ai dû mettre à peu près un an à retrouver mon poids normal. Donc c'est pour ça que je te posais la question sur ça. Ouais. Moi, j'avais anticipé et je me suis retrouvé avec 10 bons kilos, tu vois, qui ne m'ont servi du coup à rien. Voilà, j'étais très content. J'étais Ah, très content. j'imagine. Et il y a quelque chose aussi que j'aurais voulu aborder avec toi, c'est la visibilité. C'est-à-dire que le jour où tu deviens visible, reconnaissable pour tout le monde, tu prends le bus, tu prends le métro, tu sors, tu vas faire tes courses. Ça, est-ce qu'il y a un avant et un après? Bah oui, il y a clairement un avant et un après. On va pas se cacher. Les gens qui te regardent avec insistance, des fois, encore aujourd'hui, j'oublie que les gens peuvent potentiellement me reconnaître. Mais en fait, je me suis aperçue que même à mon échelle, pourtant, alors moi, c'est vrai que j'ai été diffusée pendant le Covid, donc les gens me reconnaissent plus que les candidats qui sortent actuellement de koh. D'autant plus avec bon, bah, maintenant mon conjoint, etc. Mais c'est vrai que les gens me regardent des fois avec insistance et me disent, mais on a travaillé ensemble, non? Ah non, absolument pas, on n'a pas travaillé ensemble.
Et je leur dis toujours, vous me connaissez peut-être, mais moi, je ne vous connais pas. Donc, du coup, des fois, ça les dérange un peu que je dise ça. Moi, ça me fait beaucoup rire. Mais oui, effectivement, il y a un avant et un après. Je me suis aperçue que, je crois que c'était après la deuxième saison, j'allais faire les courses avec ma mère et en fait, on m'a accroché la patte pendant 3 quarts d'heure. En plus, dans le sud, on a le sang chaud, on parle très fort, etc. Et puis voilà, tout le monde était ameuté autour de moi là. Et puis finalement, on n'a pas réussi à faire les courses comme on voulait avec ma mère. On a oublié le 3 quarts de ce qu'on voulait faire. Donc ouais, comment dire, il y a un avant, un après. Je dirais que à presque à 100%, parce qu'il y a une personne l'année dernière qui m'a fait beaucoup rire quand il m'a rencontré, mais sinon, quasiment 100% des contacts que j'ai avec les gens, c'est très bienveillant. C'est bienveillant. Ouais. C'est très bienveillant. C'est jamais les personnes qui ne t'aiment pas qui viennent te voir. Oui, non, ces gens-là sont sur les réseaux. C'est plus Et facile. voilà, Ces ces gens-là sont gens-là sont sur les sur les réseaux. C'est plus réseaux. facile. C'est bizarre, je les ai jamais vus en vrai. Donc, mais, euh, mais voilà, sinon c'est toujours incroyable d'échanger. Ah, est-ce que c'est dur, koh Puis c'est souvent les mêmes questions. Alors c'est vrai que vous n'avez pas de toilette, c'est vrai que vous dormez dehors et tout. C'est les besoins C'est vitaux les questions qui reviennent. C'est les questions voilà, qui reviennent les plus gros. exactement, exactement. Et puis j'adore échanger sur cette aventure parce que comme je te dis, voilà, c'est l'aventure qui m'a lancée. Donc il y a effectivement un avant, un après qui est assez conséquent. Bon, en tout cas, tu as su capitaliser sur ça, sur cette visibilité pour aujourd'hui, comme tu l'as dit, te lancer. Aujourd'hui, bah, tu cours. Tu as dit au tout début de notre échange que la course à pied, bah, enfant, petite, ado, t'aimais pas ça. Bah, aujourd'hui, tu cours par Mons et par Vaux, j'allais dire. Comment tu es arrivé comment tu es arrivé sur le trail et la course à pied et à partir comme ça dans les montagnes? Alors, la première interaction que j'ai eue avec la course à pied, c'était en CrossFit. Je commençais à faire des petites Spartan Race de 5 kilomètres, mais je le faisais juste parce que j'adorais les obstacles et que je détestais vraiment la course à pied. C'était horrible. Et donc, je fais koh je rencontre un certain Mathieu Blanchard, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, il est athlète professionnel en trail running de longue distance. Et à l'époque, il n'était pas encore totalement, il n'était pas professionnel à l'époque du tout, parce qu'il est professionnel que depuis récemment. Et puis, bon, bah, lui déjà, bah, là, il courait, etc. Et puis en fait, je me suis réellement mis au trail quand ma sœur est décédée. Moi, quand elle est décédée, j'étais coach de CrossFit, j'étais enfermée dans une salle. Et puis en fait, j'ai eu ce besoin d'aller dehors et de faire quelque chose dans lequel, alors autant dans le CrossFit, il y a des situations où je me sentais inconfortable, mais autant la course à pied, en fait, je me sentais terriblement mal. Et en me sentant terriblement mal, je me sentais extrêmement vivante. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais voilà, je me sentais mal, mais je sentais tout, je sentais mes pieds, de mon pied jusqu'au mon cuir chevelu, je me sentais vivante en fait. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à courir. Et puis oui, c'est sûr que j'ai commencé aussi à courir parce que voilà, j'ai essayé de draguer un peu Mathieu Blanchard, tu vois. Et puis et puis voilà, puis j'ai commencé la course à pied réellement. J'ai commencé à faire mes premiers trails après mon deuxième koh Mon premier trail, c'était à Andorre, je me souviens, en 2021. Et puis là, j'ai pris un amour fou pour cette discipline. Et tout de suite, j'en ai voulu beaucoup plus. Je prenais des dossards de plus en plus gros. Je me suis aussi aperçue que j'aimais pas forcément courir vite. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime les grandes distances. Parce que je suis pas une coureuse rapide. Moi, j'aime marcher tranquille en montée et dérouler en descente. Voilà, on va pas se mentir. Donc ouais, j'arrive à être finisher, donc je suis contente. Et puis à chaque fois, je me lance des défis un petit peu plus grands. Et puis je prends un plaisir fou à être dehors, en fait, tout simplement. À être dehors, à être dans la nature et puis voilà, de rejoindre un point A, un point B et puis d'être fière de moi à la fin. Donc c'est comme ça que je me suis mis à aimer la course à pied et plus spécifiquement le trail running. Alors, tu es également hein, ambassadrice des Deux Alpes. Hein. Je me trompe pas en disant ça. Non, tout à fait, tout à Voilà. fait. Et donc, ça veut dire que quelle est ta relation avec la station des Deux Alpes? C'est une station dans laquelle tu te rends régulièrement, dans laquelle tu prends du plaisir à courir dans les montagnes qui entourent cette station? Alors en fait, j'habite aux Deux Alpes. J'habite aux Deux Alpes depuis un an. On est venu déposer nos cartons avec Mathieu pour notre premier petit chez nous ensemble à un point fixe parce que pendant 4 ans, on n'arrêtait pas de bouger, c'était l'enfer. Donc on a voulu se poser déjà parce que bah, c'est vrai que on a quand même un mode de vie qui est quand même très simple, mais c'est vrai que les courses, elles t'amènent parfois parce que c'est vrai que Mathieu n'était pas professionnel il y a très peu de temps. Et on était obligé de se déplacer un petit peu en avion de manière conséquente pour aller essayer de gagner des courses
pour avoir de la visibilité, des sponsors, etc. Puis voilà, quand il a réussi à être professionnel, on a mis un peu le frein sur nos déplacements. Donc voilà, on s'est installé à la montagne parce que ça nous correspondait le plus. On aime la ville, mais de manière dosée, je pense. Et puis voilà, et être dans un lieu aussi où Mathieu puisse optimiser ses performances, parce que c'est vrai que lui, il habitait à Montréal et c'est assez plate, c'est en ville. À part le Mont-Royal, il n'y a pas énormément de choses où tu peux vraiment exploiter ton potentiel en tant que professionnel de trail, à mon sens. Donc voilà, en altitude dans les montagnes, et puis c'est vrai qu'on a été conquis par les paysages, par la diversité des paysages, avec le GR54 et les écrins qui sont juste à proximité, par les gens aussi qui nous ont accueillis de bras ouverts. Et par là, je parle de l'association de trail et de Zep Trail avec Laurent et Lucas Sabot qui mènent ça, mais incroyablement bien, qui ont réussi à développer justement le trail en station, parce que c'est vrai qu'initialement, les Deux Alpes, c'est connu pour le ski et le vélo l'été et C'est basta. Et vrai. puis nous, en fait, notre rôle, il est d'amener de plus en plus de gens à venir parcourir nos sentiers qui sont sublimes, qui sont sublimes. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup là où j'habite. C'est vraiment une paix d'esprit d'habiter là-bas. Et puis avant d'aller sur le volet aussi assistance, parce que ça m'intéresse énormément, c'est au moment où on parle, donc tu nous as expliqué hein, comment tu es venu sur le trail, pourquoi tu le pratiques, qu'est-ce que ça te procure, mais au moment où on enregistre, tu es à la veille d'une épreuve. Est-ce que tu peux nous parler dans quel défi tu t'es lancé? Alors, je me suis lancée dans un défi qui a lieu en Corse, sur la Restonica Trail, 110 km et 7000 de D+, sur un terrain, bah, effectivement, avec des grosses portions de GR20. Donc, c'est le GR20 Nord, qui est quand même ultra technique, ou bien que le profil soit descendant sur le papier, quand les pierres sont posées en pointe et que tu dois jouer au cabri, tu prends toujours un peu plus de temps pour te déplacer d'un point A à un point B. Et voilà, la Corse, c'est une île sur laquelle bah, je viens depuis que je suis toute petite, qui m'apporte beaucoup parce que j'ai à la fois la montagne, à la fois la mer. Il y a deux énergies très puissantes qui sont là et qui m'animent énormément, auquel je suis vraiment très sensible. Et puis voilà, je me lance ce défi. Alors initialement, ce défi, je l'ai déjà fait l'année dernière. Et puis j'ai énormément subi de douleurs. Bah, à mes pieds en fait, hein. J'avais la peau des pieds complètement arrachée, la voûte plantaire inflammée et toute cloquée. Enfin bref. Cette année, j'arrive avec une assistance solide. Donc, euh, donc j'envisage de mettre moins de temps. Et puis je suis surtout là aussi pour mettre mon ticket à la loterie pour la Western State. Parce que c'est une course à laquelle j'ai envie de participer qui a lieu aux États-Unis. C'est un 100 miles assez populaire. Qui vient d'avoir lieu, je crois, hein, qui a eu lieu la semaine dernière au moment où on Exactement. enregistre. Hein. Donc, je mets un ticket à la loterie en espérant. Bah, l'année dernière, j'aurais pu déjà mettre mon ticket, mais bon, j'avais des contretemps personnels, pardon. Donc, j'aurais pas pu y participer, donc j'ai pas mis mon ticket. Et cette année, voilà, j'ai envie de remettre mon ticket, mais normalement, elle va avoir lieu en même temps qu'un autre défi que je me suis lancé l'année prochaine. Donc, bon, voilà. Ce qui veut dire que tu as un calendrier, on va dire, de 2 à 3 ans qui peut déjà être programmé, en gros, si je résume. Exactement, exactement. Bon, voilà. Donc, du coup, je me mets, je fais cette course et puis bon, peu importe si j'y vais pour le ticket, mais j'y vais aussi pour la beauté des paysages sur cette course. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, Alix? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi? C'est la performance? C'est le partage avec la communauté? C'est le fait de courir dans des paysages incroyables? C'est l'expérience? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui de faire ce que tu fais, donc d'être en Corse pour ton aventure qui va commencer très prochainement, mais aussi de te lancer sur Ironman, on va en parler, et puis la Western. C'est quoi la motivation derrière? Bah, c'est vrai que j'ai toujours cette notion de dépassement de soi. J'ai toujours envie d'aller plus loin dans mes défis, toujours envie de me surprendre. En fait, j'ai envie de me surprendre moi-même. Et j'ai envie moi, je pense ce qui m'anime plus que tout, c'est de motiver les gens à bouger. Peu importe ton niveau, peu importe ton milieu social, bah, on s'en fout combien de temps tu mets pour aller faire 5 bornes, 10 bornes, 10 minutes de marche, peu importe. Je veux juste pousser les gens et motiver les gens à sortir à la fois de leur zone de confort, mais peu importe leur niveau, en fait, sortir de chez eux. Je veux les motiver à bouger pour être en meilleure santé. Moi, ma ligne guide, c'est vraiment ça, et ma motivation première, elle est là, dans la vie de tous les jours. Après, c'est sûr que c'est moi hein, qui vais me taper 110 bornes et 7 minutes de D+. Donc, dans ces moments-là, ce qui me motive, c'est juste le dépassement de soi et puis la beauté des paysages. Quand ça va pas, tu lèves la tête, tu souris, tu es là, mais
ouais, il y a des gens qui rêveraient, je pense toujours à ces gens qui rêveraient d'être à ma place, qui n'ont peut-être pas, les moyens financiers. Parce que aujourd'hui, bah, quand même, pour participer à une course, c'est de plus en plus de financement. Enfin, il faut un peu les moyens quand même, que ce soit pour l'équipement, Ouais, la ça s'anticipe, ouais. nutrition, le dossard, le déplacement, ça s'anticipe. Donc voilà. Et puis, les gens qui ne peuvent pas parce qu'ils ont un certain handicap, parce qu'ils ont des maladies, des choses comme ça. Donc, je suis animée, je donne à ma communauté, mais ma communauté, inconsciemment, elle me donne énormément aussi. Alors c'est vrai que tu es très active, hein. Là on parle de trail running, tu fais également, tu t'es préparé pour la patrouille des glaciers, tu fais du tri, donc tu t'es mis sur Ironman, tu sors de Nice justement, et tu peux, je pense, enfin tu vas nous le dire, hein, c'est ton prochain défi justement sur les années à venir. Parle-nous de cet Ironman de Nice, pourquoi et comment ça s'est passé? Tu parles du Tout 70.3 à fait, d'abord, tu veux que je te ouais. fasse un petit Ouais, oui, débrief? bien sûr. Ouais. Mais en fait, finalement, on était à un brunch avec des amis. Et puis, elles arrêtaient pas de parler de ça. Ouais, 70.3 par-ci, par-là. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le 70.3, c'est un demi-Ironman. Donc, en soi, 1009, non, c'est quoi, 1008 de nage, 1800 mètres de nage, 90 bornes de vélo et un demi-marathon, soit 21 km. Et puis, elles parlaient toutes de ça et je dis, OK, moi, j'aimerais bien aussi participer à ça. Et puis, ben, effectivement, j'ai eu l'occasion d'avoir un dossard et j'ai sauté sur cette belle occasion. Et je me suis présentée à ce dossard et puis ça a été 6h15 de kiff total. Alors est-ce que le kiff total, Alix, il a commencé sur les premiers mètres de natation ou pas? Absolument pas. Absolument pas. J'ai rentré dans l'eau. On a beau partir en toutes les vagues de 8 secondes. Le temps que tu rentres dans l'eau, les 8 secondes, tu les as rattrapées ceux de devant. Donc, ouais, effectivement, au niveau logistique, j'ai encore un petit peu du chemin à faire, surtout sur le choix de mes lunettes. Mais non, oui, je me suis pris un taquet, comme on appelle ça dans le sud. Je me suis pris un coup en rentrant dans l'eau. Donc, les lunettes qui valent dingue. J'ai dû brasser. Après, en brassant, j'ai voulu repartir en restant zen. J'ai dévié du groupe. J'ai perdu du temps. Bref. Donc, la natation n'était pas de tout repos. Et puis, à la sortie aussi, je me suis repris un coup de pied. Mais voilà, c'est la partie que je pensais où j'allais vraiment être plus à l'aise. Et puis, finalement, non. Parce que j'avais pas pris en compte les autres, tout simplement. Mais le kiff, il a commencé à venir fortement sur le vélo. Mais qu'est-ce que je me mets à aimer cette discipline? C'est terriblement dur, mais c'est terriblement complémentaire pour la course à pied. Si tu veux progresser en course à pied, moi je fais pas partie de ces coachs et de cette team qui pensent que il faut que courir et que borner pour progresser en course à pied. Le vélo est extrêmement complémentaire. Bah, de ce que je peux suivre sur les réseaux, après avoir discuté effectivement avec quelques ultra-trailers, le vélo fait désormais partie intégrante de leur préparation, déjà parce que c'est un sport porté, donc ça brutalise un peu moins les articulations, tu as un peu moins de choc, et ça permet de travailler énormément ton foncier. C'est ça. Ça permet de travailler le foncier, mais ça permet aussi travailler justement de développer justement cette puissance, cette énergie en montée. Moi, je vois le avant-après vélo dans les montées. En fait, maintenant, j'arrive à trottiner en montée, chose que je n'arrivais pas à faire parce que j'ai appris à le faire avec mon petit plateau sur mon vélo. Tu vois, je connais encore strictement rien en termes scientifiques sur le Si vélo, je te demande etc. ton braquet, est-ce que tu connais ton braquet, Alix? Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Absolument, absolument pas. C'est pour ça que voilà, pour mon prochain objectif, je vais faire appel à un coach. Moi, je suis juste coach de CrossFit et de préparation physique générale à mon petit niveau de BPGEPS. Et je n'y connais rien, mais je prends un plaisir fou. Donc voilà, le vélo, ça a été incroyablement cool. Et surtout que moi, j'adore le D+, en vélo. Voilà. J'aime pas forcément quand c'est flat. Donc c'est aussi pour ça que j'ai plutôt choisi Nice pour mon prochain objectif. Et puis là, semi-marathon à plat. Alors, Nice, le parcours est pas bien fun, hein. C'est des allers-retours de 5 km, donc tu dois en faire 4 pour 4 longueurs pour pouvoir boucler ton 21 bornes. Mais l'engouement des gens, tu vois, je pensais pas qu'entendre autant mon nom sur le bord de la route, allez Alix, on y va. Puis j'avais eu le big smile. J'ai limite eu des crampes aux joues tellement je souriais. Et mon semi s'est incroyablement bien passé, au point où j'ai fait mon propre petit PR sur sur mon semi. Donc non, j'ai l'énergie de cette course. Porté par la foule.
Porté par la foule. porté par la foule, porté par, Par les autres participants aussi, probablement, hein. ouais, oui, il y en a eu d'autres participants. Bon, il y a eu des cons aussi. Mais non, ah ouais, ouais, il y a eu des gens hein, il y a eu des trucs incroyables. Mais c'était rigolo. Et puis voilà, porté par tout cet engouement, par toute cette énergie, et j'ai adoré ça. Tu termines, et là, de suite, tu te dis 2025. Ouais, ouais, ouais. Alors, de suite, je finis, je me dis, ah, mais en fait, j'en veux plus, en fait. J'en veux plus, j'en veux plus. Et bien que ça a été quand même terrible pour moi dans l'eau, je me suis dit, ok. En fait, juste après, je sors et j'enregistre un podcast. Et puis en enregistrant le podcast, je m'aperçois que je dis que effectivement, bah, je veux potentiellement faire un Ironman, mais qu'il me faut un coach. Et puis là, dans la semaine qui est arrivée, le temps de redescendre un peu de mon nuage, je me suis effectivement inscrite sur l'Ironman de Nice, le Full 2025, avec pour objectif bah, justement de me qualifier d'avoir le slot dans ma catégorie d'âge pour aller à Kona. Si demain tu es tiré au sort à la loterie pour la Western, ça se passe comment? Euh, Bah, je pense que quand même, je prioriserais. Alors, j'ai réfléchi en fait, parce qu'un peu plus tard qu'hier, on en a parlé, mais non, je pense que si pendant un an, je me fais accompagner par un coach, qui serait un coach de tout spécifié dans le tri, évidemment, que j'y mets toute mon énergie pour aller chercher cet objectif, sachant que Kona, c'est l'année prochaine, et que si après je revaux Kona, c'est dans 2 ans. Exact. Non, non, je pense que pour moi, non, pour moi, c'est tout défini. C'est tout défini. C'est tout tracé. Ouais, pardon, c'est tout tracé et ce sera mon objectif principal, ce sera l'Ironman 2025 et je vais faire beaucoup le tri dans tous les dossards que j'ai l'habitude de prendre parce que voilà, va falloir que je sois quelqu'un d'organisé, de structuré. Plus qualitatif peut-être, plutôt que d'aller sur de la quantité, d'être plutôt Clairement, focus sur un clairement. objectif. Ouais. Aujourd'hui, ça énerve beaucoup les gens que je dise que, mais ce qui est strictement la vérité, qui disent que je n'ai pas d'entraînement. Un, je n'ai pas d'entraînement spécifique. Deux, je m'entraîne au feeling, je m'entraîne très peu. En fait, j'ai juste un mental. C'est ce qui ressort énormément, ça, effectivement, hein. Quand j'ai pu lire les différentes interviews, les différents articles, c'est le mental. C'est vraiment associé à ta personnalité. Le gros mental que tu dégages, ouais. C'est ça. Mais c'est clairement ça. Et c'est ça qui me porte. C'est ça qui me porte. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, je n'ai pas un objectif de performance. Donc, en fait, je mets mon ego de côté et j'assume totalement de finir dans le milieu, voire le fin de peloton. Et puis, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que moi, dans tous les cas, je serais heureuse de passer la finish line. Et en fait, des fois, ça dérange que je dise ça parce que pendant longtemps, les gens m'ont comparé à mon compagnon Mathieu Blanchard, ce qui était totalement ridicule parce qu'on compare pas l'incomparable. Et je me suis mis des fois la pression en me disant, oh merde. Ah oui, c'est vrai, bah, je suis plus nulle que lui. Mais oui, en fait, c'est normal. Lui, ça fait 10 ans, il fait du trail. Toi, ça fait un an. Donc, commençons pas à comparer l'incomparable. Donc ouais, en fait, je me mets plus de pression. Et là, tu vois, pour demain, je mets pas de pression. Je rejoins un point A, un point B avec mon peu d'entraînement et juste ma grosse tête. Et puis, on y va, quoi. Alors, quel est ton secret, Alix, pour gérer les remarques? Parce qu'effectivement, j'ai vu un de tes derniers posts il y a quelques jours ou quelques semaines, une remarque sur le fait que tu n'étais pas légitime. Alors, j'imagine que comme tu as de la visibilité et qu'en plus, bah, tu communiques sur ce que tu fais avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie, on voit que tu kiffes, hein, très clairement, quand tu fais des épreuves, et effectivement, quel que soit le résultat, c'est pas l'objectif pour toi, c'est de terminer, de vivre l'aventure et de te dépasser et d'aller chercher tes limites. Mais quel est le secret? Comment tu gères? Alors après, depuis le début de notre conversation, je pense avoir un début de réponse avec ton parcours et tout ce qui t'est arrivé, le fait d'apprendre à gérer tout ça. Mais comment tu gères les rageux? Tu vois, si les fameux 1%. Est-ce que ça a un impact sur toi à différents moments? Tu nous l'as dit tout à l'heure, en début d'année, ben oui, ça a eu un impact. Tu as pu mettre un genou à terre, mais tu t'es relevé. Mais comment tu gères ça, en fait? Parce qu'à compter du moment où on est exposé, ben, il faut s'attendre à avoir ces 1% qui critiquent très facilement, sans justification, la plupart du temps. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as un secret sur ça? Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Oui, ça a pu me faire poser deux genoux à terre, les bras en avant, une larve au sol. Mais en fait, j'ai accepté.
j'ai accepté de devoir me faire accompagner. J'ai accepté de me reposer, en fait, finalement, d'accepter la main qui m'était tendue, ce que je n'ai pas fait pendant si longtemps. Et c'est là où il y a eu la grosse intervention, justement, de ma préparatrice mentale, et où on s'est posé la question, parce que moi, en fait, justement, je me posais la question de la légitimité. En quoi je suis légitime de faire ce que je fais? En quoi je suis légitime de parler de nutrition? En quoi je suis Mais en fait, ce que j'aime finalement avec le recul, ce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais je m'épuise pas à donner de l'intention à ces gens-là, je m'épuise pas à leur mettre les flashlights dessus. Alors, depuis, ouais, je fais beaucoup rire ma communauté quand je mets j'appelle ça les gens michou, les haters. Des fois, je les mets un peu en avant pour rigoler, comme ça, on rigole un peu avec ma communauté de temps en temps, mais je ne peux pas que parler de ça. Mais finalement, en fait, euh, souvent ceux qui viennent te critiquer, c'est des gens qui bossent pas autant que toi tu bosses. C'est-à-dire qu'en fait, moi je peux commencer à parler de nutrition parce qu'en fait, je suis un BTS diététique que je le passe en 2026, peu importe le temps que ça met. J'ai décidé de le faire en 3 ans parce que je suis ici d'une filière littéraire et qu'à 33 ans je reprends mes études, c'est un peu compliqué. Bref, je me lance un BTS diététique. Je vérifie mes sources avant de les donner. Je me donne à fond et je partage à fond mes expériences. Et je mets en avant monsieur, madame, tout le monde. En fait, j'aime ma légitimité, elle est qu'en fait, j'aime tellement ce que je fais et que j'aimerais tellement que les gens prennent du plaisir dans leurs petits défis, leurs petits objectifs, qu'en fait, je me pose même plus la question, en fait. Je me pose même plus la question et je donne strictement plus aucun intérêt à ces gens-là. Mais c'est vrai que dans les moments où tu peux être, parce qu'en fait, on reste des humains, dans les moments où tu peux être un petit peu plus faible, dès que tu regardes un peu ce 1%, bah, tu prends de suite pour toi, etc. Mais en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ces gens-là ne viendront jamais te voir en vrai. Ces gens-là, tu sais pas tu connais pas leur frustration, leur background, leurs problèmes psychologiques ancrés. Euh, donc en fait, j'ai pas de source sûre de qui j'ai derrière. Et puis, euh, et puis en fait, finalement, j'ai rien à prouver aux autres. La seule personne que j'ai à convaincre, c'est moi. Et aujourd'hui, je suis totalement convaincue de qui je suis et de ce que je fais. Et puis c'est ça qui m'anime et c'est ça qui fait que j'ai réussi à me relever et que j'ai accepté la main qui m'était tendue, que j'ai mis les choses en place et que j'arrive à prendre du recul. Alors des fois, c'est sûr, hein, il y a des commentaires qui peuvent un peu plus t'impacter et tout. Si je pense parce que moi, j'adore discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que je pense que dans un cadre avec du respect et un échange libre, on peut se faire évoluer les uns les autres. Mais quand quelqu'un va t'attaquer et il en démord pas et qu'en plus de ça, il en vient limite à t'insulter, voilà, non, dans ce cas-là, j'ai pas envie de débattre en fait finalement. Et par contre, les gens, il y a des fois, oui, à qui je prends le temps de répondre et puis finalement, on s'aperçoit qu'on s'entend sur des trucs, peut-être pas sur d'autres. Ça dépend de la culture, ça dépend de l'éducation. Et voilà, j'aime ouvrir des débats avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi, mais par contre, je ne donne plus du tout d'intérêt aux vrais haters qui sont juste là parce qu'ils ont des frustrations et qui sont pas bien dans leur peau, quoi. Ouais, bah, merci pour ce partage. J'avais vraiment envie de comprendre en fait, voilà, quelle mentalité tu as mis en place sur ça, quelle stratégie on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est très, très, très intéressant. Puis j'aimerais qu'on arrive sur le volet assistance, parce que c'est vrai qu'on t'a vu effectivement assister plusieurs fois Mathieu, notamment il y a 2 éditions où il tombe sous les 20 heures avec cette magnifique bataille. Mais comment tu vis le fait d'être dans une assistance d'un athlète? Est-ce que tu y prends autant de plaisir qu'à faire l'événement toi-même? Quelles sont les clés? Parce que voilà, pour connaître un petit peu tout ça, c'est des mois et des mois de préparation en amont pour que tout soit bien calé et que l'athlète puisse se livrer la tête totalement libre et être concentré sur sa performance. Là aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce rôle de l'assistance en ultra trail? C'est un rôle qui rentre totalement dans le cadre de la performance pour les professionnels de trail running. J'insiste pour les professionnels de trail running parce que aujourd'hui c'est possible, hein, de faire un niveau un peu plus bas, plus récréatif. C'est possible de faire une course sans assistance. C'est beaucoup plus dur pour le poids Ouais, à porter sur tu te mets avec un son sac. handicap. Tu te mets un handicap, ouais. Voilà, tu te mets un petit handicap. C'est le challenge est d'autant plus important. Et puis je suis bien placée pour en parler parce que l'année dernière j'ai fait la Restonica 110 sans assistance. Euh, mais c'est possible.
Aujourd'hui, dans la performance, ça rentre dans le chrono. Ça rentre dans le chrono. Donc, on fait les instants de course, on fait clairement partie de la performance de l'athlète. C'est pour ça qu'il faut que l'athlète choisisse quand même la bonne personne. Ça peut être C'est un important, ouais. ami, ça peut être un conjoint, ça peut être un externe, peu importe. Mais il faut que ça aille très vite. Il faut que la connexion avec l'athlète soit quand même assez fluide. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'athlète a besoin d'avoir accès à ses sacs, à son alimentation, mais il Non, y a les mots qui vont être posés sur l'échange, c'est tu vois, ça, l'échange c'est ça. verbal. C'est Et comment j'ai envie lui de te dire, parler. j'ai envie de te dire, il n'y a pas que l'échange verbal, parce que moi, je suis tellement connectée avec Mathieu que je le connais tellement bien que à comment il va marcher, comment il va me regarder, ce qu'il a dans les yeux, j'arrive à savoir s'il est bien ou pas. Et il peut pas me mentir. Donc, euh, donc il y a ça aussi, c'est que des fois, ça peut être tellement fort, ça peut être tellement fusionnel que t'as même pas besoin de mots, en fait. Puis il y a des fois, l'athlète, il va arriver, il va rien dire, toi, tu vas faire ton taf et il va repartir, c'est tout. Les mots qu'il faut que tu dises déjà, ça, je l'ai appris en prépa mentale, il faut que ce soit très positif. Il faut pas qu'il y ait de négation. Il faut pas avoir pitié. Il faut être dans l'écoute, mais il faut pas trop caresser aussi dans le sens du poil parce que sinon tu peux mener inconsciemment à l'abandon. C'est des techniques et c'est des techniques en fait je me suis aperçue que j'ai eu de manière très naturelle et très fluide avec Mathieu. C'est de poser ma main sur son épaule, de sentir tu sais qu'il sent que je le porte un peu, tu vois, je le prends par l'épaule, je le rabaisse pas, je le soutiens. C'est que des choses comme ça qu'on a eu de manière très naturelle et en faisant de la prépa mentale, je me suis dit ok en fait il peut aussi se reposer sur moi. Et est-ce que vous débriefez, Alix, de ça? C'est-à-dire est-ce que vous débriefez après épreuve de ce qu'il a apprécié, de ce que tu as apprécié, de ce qui était bien, de ce que vous devez améliorer? Souvent, on débriefe surtout de ce qui est pas allé. Mais parce que c'est quand même très intime. Et puis, je lui ai pas dit, ah ouais, t'as kiffé quand t'as pleuré et que je t'ai remonté le moral. C'était incroyable. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On se dit, ah, peut-être que ça, la prochaine fois. Souvent, on débriefe surtout des points à améliorer. Des points améliorés, bien sûr. Le positif, on l'a pris à l'instant T. Et puis, des fois, on en reparle effectivement quand on le partage sur les réseaux, sur les podcasts. Et ça nous touche toujours, tu vois. Mais c'est vrai que c'est tellement puissant, c'est tellement intime qu'on a du mal à reparler de ces émotions inconditionnelles là qu'on a ressenties à ce moment-là. Mais ça, c'est aussi parce qu'on est un couple. Je te dirais pas que tu as les mêmes émotions avec ton préparateur physique qui te donne à manger. Donc voilà, c'est propre à chacun, c'est propre à chaque binôme. Mais aujourd'hui, moi, je fais à 200%, je le fais à 200% de mon plein gré. Je suis très animée, je fais partie de l'équipe. Hein. Quand il gagne, c'est on gagne hein, pour moi. Je t'avoue qu'à la Maxi Race, j'ai pas fait l'assistance de Mathieu parce que c'était encore trop compliqué pour moi de gérer les médias et les gens autour. Donc j'ai décidé quand même. Et puis je me suis dit, ok, si demain je suis plus là, comment il va faire Mathieu, quoi? Donc je suis pas là, je suis malade, on n'est plus ensemble, on sait pas les choses de la vie. Comment ferait Mathieu? Donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser faire l'excellent team manager Vincent Viette. Et comment tu l'as vécu? Comment tu l'as vécu? Bah en fait, je l'ai vécu super bien parce que moi j'étais là en mode fan à fond, quoi. Fan à fond, je l'ai encouragé, bien évidemment, j'ai suivi Mathieu de A à Z, j'étais sur le bord des sentiers partout où je pouvais être. Donc j'étais une fan, j'étais sa fan numéro un. Puis en fait, finalement, j'avais pas la pression que j'avais eue sur toutes les autres courses, donc Bah, c'est c'était quand ça, même top. assez agréable. Et puis en plus, j'apprécie énormément Vincent Viette, donc et je lui fais extrêmement confiance. Donc il est très investi dans son travail, très investi auprès des athlètes. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Donc non, j'étais très contente que ce soit lui qui le fasse. Alors Vincent, que j'ai eu la chance d'avoir également sur le podcast il y a quelques mois, c'est vrai que le temps passe vite, mais ça fait 5 ans que le podcast, un peu plus de 5 ans que le podcast existe, et j'ai eu la chance d'avoir Vincent, donc je vous invite à aller écouter l'épisode. Et il y a une autre personne également que j'ai eu la chance d'avoir, c'est Boris Girardi, que tu connais, puisque tu es marraine de l'entreprise Hopper, et justement de l'association entre Hopper et Salomon. Et là aussi, ça représente quoi pour toi? Bah non, écoute, moi je suis toujours très contente de pouvoir faire un peu évoluer les mentalités et tout. Et puis Boris, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est très investi dans ce qu'il fait. Et puis c'est vraiment ça peut être vraiment une source de motivation pour ces jeunes. Moi, je le vois très bien parce que mon beau-frère, donc le frère de Mathieu, Lucas, il a été amputé suite à un accident de moto où il s'est fait renverser par une personne âgée. Et puis en fait, j'ai vu le avant
avant sa rencontre avec Boris, Salomon et compagnie, Hopper et j'ai vu le après, quoi. J'ai vu quelqu'un d'introverti, timide et tout, à quelqu'un sur le devant de la scène qui arrive à parler en public. Et là, récemment, il a parlé en public devant tout le monde. Dans ma tête, je me suis dit, bah, est-ce qu'il va être capable de faire ça? Et puis je le vois, il est épanoui. Enfin, moi, je trouve que Boris, il est très investi et j'espère que vraiment, il va pouvoir, parce que aussi, c'est une personne très importante qui est un peu à la source de ce projet, c'est Patrick Leck chez Salomon et j'espère vraiment que Patrick il est plus à la fin de sa carrière qu'au début chez Salomon, donc j'ose espérer que s'il prend le départ ils sont toujours aussi investis dans le projet de développement de prothèses et pousser les gens avec handicap visible voire même invisible à comment dire à bouger ils ont apporté des solutions incroyables à des gens qui auraient pu baisser les bras et aujourd'hui, enfin, je suis hyper fière de pouvoir donner de la visibilité quand je le peux à ce genre de projet. Ouais, il change la vie des gens, hein, très clairement. Hein. Hopper, je le rappelle, je vous invite également à aller voir la structure, à aller voir le profil de Boris, mais cette structure fabrique à moindre coût des prothèses carbone, justement, pour les sportifs amputés d'un membre inférieur, et ce qui leur permet de courir à nouveau, d'avoir cette sensation de liberté. Je sais que Boris avait fait un super docu sur Stade 2, si ma mémoire est bonne, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube. Je vous invite à aller voir tout ça. Moi, j'ai eu Boris avant, je dirais, son explosion médiatique. Et c'est vrai, quand il m'avait parlé de ce projet, je lui avais dit, mais Boris, mais tu vas changer la vie des sportifs, quoi. En tout cas, voilà, c'est vraiment génial. Et puis on va arriver sur la fin de l'épisode, mais j'ai encore quelques questions. Parle-nous de ce livre. On a beaucoup parlé d'alimentation. J'imagine que le fait aussi d'être dans la vie, dans la préparation de Mathieu, l'alimentation a un rôle déterminant pour avoir accès à ce niveau de performance. Parle-nous de ce livre, justement, L'aventure commence dans l'assiette. Écoute, c'est un livre qui est sorti il y a, je crois, 2 ans maintenant. Et en fait, mon livre, c'est les éditions Hachette qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit, OK, on voit que tu fais des recettes. Est-ce que ça te dirait pas de faire un petit livre, etc. Et puis, c'est vrai que j'avais cette envie de montrer aux gens que les athlètes les sportifs ne sont pas là à tous manger ou ne sont pas là tout simplement à manger 3 feuilles de salade dans leur assiette. D'autant plus quand on a décidé d'avoir un régime plus typé végétal. Donc du coup, oui, c'est vrai que j'ai créé un petit peu ce projet. Il est venu de ça, de montrer aux gens que voilà, il faut quand même du fuel pour pouvoir avancer. Et puis mon livre est sorti. Il y a des notions de nutrition très très basiques dans mon livre parce qu'à l'époque, bah, j'avais pas encore commencé ma formation en nutrition. Donc, il correspond à la Alix il y a il y a 3 ans même, hein, parce que j'ai commencé à faire il y a 3 ans. Donc, il correspond à Alix il y a 3 ans, qui était intéressé par la nutrition, qui voulait faire un peu évoluer les croyances, les mœurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc, je sortirai en temps voulu autre chose. Je le ferai juste pour le partage parce qu'aujourd'hui, faire un livre, tout le monde peut faire un livre, tout le monde peut vendre des bouquins. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est que les gens mangent mieux, bougent plus. Donc voilà, s'il y a un nouveau projet, ce sera dans cette intention-là. Mais le premier, en tout cas, pour revenir à celui-là, c'est que voilà, j'avais envie de montrer que voilà, il faut le bon fuel pour pouvoir bien avancer. Et c'est quoi ta routine aujourd'hui? Ta routine de petit-déj, ou ta routine de la journée même? Est-ce que tu as un petit secret sur ça? Euh, non, moi, j'ai vraiment pas de secret là. Mais non, là, tu vois, par exemple, je me suis donné le défi en 2 mois d'essayer d'approcher le plus possible mon poids de forme en restant en bonne santé. Donc c'est vrai que j'avais un protocole nutrition très, très, très pointilleux. Mais je vais te dire franchement, je partage pas mes routines alimentaires. Tout simplement parce que le problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont persuadés que ce qui correspond à Alix ou à Kylian Jornet, à machin, à Rémi Bonnet et compagnie, pour pas citer que Mathieu, vont leur correspondre. Et c'est totalement faux. C'est très personnel l'alimentation, surtout à ce niveau-là en fait, surtout à ce niveau-là. Exactement, exactement. Mais ce que je peux mettre vraiment en avant, c'est que j'ai un régime quand même qui reste quand même très riche en protéines. Je mange énormément d'œufs, énormément de protéines végétales. Je me complémente aussi à base de protéines végétales qui ne font pas grossir ou faire prendre du muscle ou qui n'est pas du dopage. On a encore des croyances à faire évoluer.
Je sélectionne mes sources de glucides de manière très pointilleuse parce qu'aujourd'hui, les céréales sont très transformées, pour la production de masse, sont très boostées. Donc, les gens sont de plus en plus intolérants au gluten, de plus en plus intolérants et inflammés à cause des céréales, etc. Donc, voilà, je vais choisir mes sources de glucides. Moi, je bois un culte à la pomme de terre, par exemple, tu vois. Donc voilà, non, j'ai un régime vraiment très, et je mange extrêmement varié. Ça, il y a quelque chose qu'on peut pas me retirer, c'est que je mange. Alors, j'ai choisi je dis de ne presque pas manger de viande parce que il faut savoir que des fois les gens ne sont pas au courant que j'ai un régime végétarien dans mon quotidien. Et puis quand je suis invitée à une table, pour moi, c'est un moment, c'est quand même le repas. C'est quelqu'un qui t'invite chez lui, qui t'invite autour de sa table. Pour moi, c'est très important. C'est un peu sacré, j'aime dire. Et puis quand quelqu'un a pris du temps pour me cuisiner quelque chose et tout, moi, je pense à par exemple l'année dernière, j'ai été invitée au restaurant très populaire en Corse qui s'appelle Chez Edgar, qui est tenu par la famille de Lambert, qui est très connue ici. Et puis à table, bah, ici encore, t'as beaucoup de viande. Donc j'ai quand même goûté à tout. Parce que j'aime faire honneur aux gens et que je ne suis pas aujourd'hui allergique à la viande. Voilà. Donc je dis que je suis presque totalement végétarienne. Mais voilà, ça me correspond à moi. Mais pour revenir à mon régime entre guillemets, c'est que voilà, je mange de tout. J'essaie de varier les sources avant même de devoir me complémenter. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si tu as des carences parce que tu as décidé de faire des sélections dans ton alimentation et tout, c'est que l'alimentation que tu as choisie ne te correspond pas. C'est intéressant. Voilà. Et moi, aujourd'hui, alors, il y a des compléments qui sont essentiels quand tu commences à faire du sport à un certain niveau. Je pense aujourd'hui au magnésium et aux oméga 3. Mais tout le reste, tu peux vraiment venir l'apporter quand même à une bonne dose dans ton alimentation sans devoir te complémenter. Donc voilà, si le jour, par exemple, si admettons demain je suis carencée en fer, etc., parce que le fer qu'il y a dans les végétaux, il est pas très bien assimilé par le corps ou il est peu assimilé par le corps et que par exemple je me retrouve on va dire anémiée et je viendrai apporter des apports animal voilà et parce que voilà je pars du principe où si tu es obligé de te complémenter pour vivre, c'est que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Merci pour ces bons conseils, Alix. Et puis, j'ai encore quelques questions. J'ai 3 questions pour toi. Après ton parcours, tout ce que tu viens de nous décrire, quel est ton point d'appui? Quand je dis le point d'appui, c'est dans les moments de doute, de découragement, en tout cas dans les moments difficiles, vers quelle expérience de vie, vers quelle expérience sportive tu te retournes en disant, si j'ai pu faire ça, je pourrais me sortir de la situation dans laquelle je suis. Tu vois ce que je veux dire? Quel est ton point d'appui aujourd'hui? Mon point d'appui, finalement, c'est toutes les courses que j'ai faites. Mon point d'appui, je pense à la course que je vais faire dans 2 jours que j'ai faite l'année dernière. Je pense à la Restonica ou à laquelle ma vitesse de pointe. Hier, on a regardé les 26 derniers kilomètres heure les 26 derniers kilomètres que j'ai fait en descente. J'ai mis 10 heures pour les faire, vitesse de pointe à 2,9 km heure. Je me souviens, je pleurais, j'essayais de pleurer, j'avais plus de larmes tellement j'étais déshydratée. J'ai vécu une expérience quand même très très dure. Je pouvais plus marcher, je marchais comme une petite mamie et je l'ai fait quand même. Et aujourd'hui, c'est cette expérience-là sur laquelle je m'appuie. Et demain, je vais y penser très fort parce que je me dis, ça peut pas être pire. J'ose espérer, ça peut pas être pire que. On saura ça, c'est-à-dire qu'au moment où on va sortir l'épisode, je vous invite à aller voir les résultats ou l'expérience ou le partage Ouais. d'Alix et vous saurez si justement elle a terminé comme une petite mamie et si elle a souffert Exactement. avec ce parcours. Et puis une autre question assez personnelle, Alix, sur toi, c'est qu'est-ce que tu dirais à Mamilus aujourd'hui? Ta mamie que tu as mis Oh, en pauvre avant pour Arnaud! avoir un mental d'acier. Me faire chialer. Je lui dirais merci. On va essayer de pas chialer. Ouais, c'était ta Non. mamie hein, qui a disparu alors que tu étais en CM1, mais de ce que j'ai lu, tu as marqué en fait, t'as donné en fait la direction, le caractère à avoir, le mental dont on parlait justement, hein, le fameux mental qu'on t'a souvent reproché petite, mais ta mamie t'a énormément marqué sur ça. Ouais. Et c'est euh, c'est quelqu'un qui s'est battu. Et c'est vrai que je pense souvent à elle. Normalement, toutes les premières larmes sortent, après j'arrive mieux à parler. Je suis Je pense désolé. souvent à elle. Non, il n'y a pas de souci, j'adore parler d'elle. Et puis, c'est, tu sais, c'est pas
pas péjoratif de pleurer, c'est quand j'y pense, c'est que de la positivité, c'est que de l'émotion. Et mon caractère de cochon, tout le monde, toute ma vie m'a dit je le tiens d'elle. Et en fait, c'est cette détermination que je tiens d'elle aussi. Et voilà, mes deux mamies. J'ai une mamie qui est partie, ma mamie maternelle qui est partie cette semaine. Donc c'est pour ça aussi que ça remue beaucoup la tambouille. Et elles m'ont apporté beaucoup de choses. Il n'y a pas que les parents qui peuvent apporter dans l'éducation. Il peut y avoir des proches autres, totalement lointains. Puis il peut y avoir des mamies, des papis. Et mes mamies m'ont énormément apporté dans ma force de caractère et dans ma détermination. Et dans ma créativité. Elles m'ont beaucoup aidé à développer ma créativité. Du côté de ma grand-mère qui est partie cette semaine, c'était au niveau de l'alimentation, de la nourriture, les bons repas, les tablés de 20 personnes, les repas gourmands, etc. Ça, je tiens d'elle. Et le côté créatif, un peu délire, un peu holistique, c'est plus ma grand-mère paternelle, donc Mamilus. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir eu ce bagage et je suis fière que le destin les ait mis sur mon chemin. Merci pour ce témoignage, Alix. Quel message tu voudrais faire passer? C'est la dernière question que j'ai pour toi. C'est quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui à ta communauté, aux auditrices, aux auditeurs du podcast, les anciens, les fidèles, les nouveaux? Lancez-vous. Lancez-vous, peu importe votre objectif, votre défi. Ne laissez pas les autres vous limiter dans vos objectifs. Voilà, tout simplement. Ayez l'audace de vous lancer. Voilà, ayez l'audace de vous lancer, quoi. Et allez-y à 200%. Si ça rate, c'est pas grave, là, on réessayera. C'est pas grave, exactement. C'est l'expérience, c'est de la prise d'expérience, c'est positif. Exactement. Bon, un grand merci pour cet échange. Et puis j'ai un dernier objectif pour toi, parce que 2025, bon, c'est complet. 2026, probablement aussi. 2027, ça semble déjà très complet pour toi. Si un jour tu as envie de faire du cyclisme longue distance, je suis l'organisateur et le fondateur de Race Cross France, qui vient de se terminer au moment où on enregistre il y a quelques jours. C'est pour ça que je suis assez marqué physiquement, parce que je suis rincé, totalement rincé. Eh bien écoute, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra te challenger sur un 300, sur un 500, voire plus. Mais en tout cas, voilà, si tu veux goûter même, tu sais, on a lancé cette année un 200 km by night, c'est-à-dire départ à 22h et 12h maximum, donc tu roules quasiment de nuit. C'est une sacrée expérience. Donc si un jour tu veux te challenger, écoute, ça sera avec grand plaisir. Je pense que Boris aussi, ça le tente pas mal, Boris. On va travailler ensemble pour l'année prochaine, pour 2025, avec son équipe. Mais voilà, ça sera avec grand plaisir que je pourrai te faire découvrir cet univers. Écoute, merci beaucoup. Et puis effectivement, ouais, je connais très très bien tous ces formats de course et la race cross. Donc là, en plus, j'ai un ami qui était dessus, donc c'était toujours un plaisir de les suivre, de voir tous ces profils qui se dépassent. Donc avec très 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 grand plaisir. Bon, un grand merci, Alix. Je t'embête pas plus longtemps. Je sais que tu as un agenda très chargé. Très très chargé. Je te souhaite le meilleur pour l'ultra dans lequel tu vas te lancer dans quelques heures. Plein de belles choses. On va suivre ton évolution et de voir comment tu as évolué. Et puis j'espère avoir l'occasion un jour de te rencontrer dans la vraie vie, que ce soit sur le vélo, que ce soit à côté, pour continuer notre discussion. Un grand merci à toi, Alix, et tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.